痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Wesh wesh canapèche, c'est Aspros et comme la semaine dernière, on va faire une vidéo un peu hors sujet sur l'univers de Naruto. Parce que oui, Naruto est tellement rempli d'épisodes hors série que la meilleure façon de lui rendre hommage, c'est de faire pareil. Par contre, promis, dès la semaine prochaine, on repart comme en 40. C'est un sujet qui a été traité moult fois sur YouTube Game, les petites anecdotes de Naruto. Naruto le manga, pas Naruto le personnage évidemment. Bref, quand on regarde les vidéos anecdotes, on se rend compte d'un truc. En général, c'est des vidéos pour présenter beaucoup d'anecdotes et la grande majorité, c'est du remplissage dont on se contrefout. Mon but va être ici d'essayer de vous apprendre quelques petites choses, même à vous les fans hardcore du manga. C'est pour ça que j'ai fait mes petites recherches de mon côté et j'ai calé les anecdotes que je ne vois jamais sur les forums. Parce que oui, je pense que vous avez autre chose à faire que de m'entendre dire numéro 1, Naruto est né le 10 octobre, numéro 2, son matricule est le 012-607, numéro 3, etc. etc. C'est intéressant pour personne, donc on va le faire à ma sauce. C'est parti. Numéro 1. Le groupe sanguin de Jiraiya. Je sais. J'ai fait une petite intro pour tacler ce genre d'anecdote et la première que je claque c'est le groupe sanguin de Jiraiya. Mais il y a un intérêt. Jiraiya fait partie des Sannin, 3 ninjas dont la force est reconnue et craint à travers le monde. C'est aussi le prof de Minato, le 4ème Hokage, et de son fils Naruto, futur 7ème Hokage. Eh bien, saviez-vous que tous les ninjas que je viens de citer possèdent le même groupe sanguin? Tous ces ninjas qui possèdent un lien fort avec Jiraiya ont leur groupe sanguin B. Si les groupes sanguins des ninjas sont les mêmes que chez nous, c'est quand même une sacrée coïncidence. Chez nous, il y a le B positif et le B négatif. Le B positif a environ 9% de chance de tomber et le B négatif n'a que 2% de chance. Donc pour le B positif, ça fait un peu moins d'une personne sur 10 qui aurait ce groupe sanguin. Quant au B négatif, ça ne fait que 2 personnes sur 100, ce qui est vraiment rare. 5 personnages possèdent ce même groupe sanguin et ces 5 personnages tous reliés à notre Jiraiya bien aimé. Et on peut même forcer en disant que l'élève de Naruto est Konohamaru qui lui aussi, comme par miracle, possède également le groupe sanguin B. Donc tout le monde serait relié à Jiraiya. Bref, j'aime beaucoup cette anecdote. Numéro 2. Les derniers mots de Fugaku. J'adore le massacre du clan Uchiwa. C'est un twist que je n'avais pas vu venir et je pense ne pas être le seul. Malheureusement, si le fond était exceptionnel, la forme a eu quelques lacunes, notamment avec le côté un petit peu puzzle et avec l'utilisation abusive de flashbacks. Je dis ça parce que quand un 45e flashback nous était montré pour revivre encore une fois le massacre du clan Uchiwa, je relâchais un petit peu mon attention et du coup, il y a un détail qui m'a échappé. Fugaku et Mikoto étaient sur le point de se faire tuer par Itachi et juste avant de passer à l'acte, Fugaku a dit à Itachi que c'était vraiment un bon garçon. Mais saviez-vous que les derniers mots de Fugaku étaient adressés à Sasuke et non à Itachi? Sur cette page, on voit qu'un personnage à l'intérieur dit « Sasuke ne rentre pas ». Vu qu'on ne voit pas qui parle, on se dit que c'est forcément Itachi vu que ses parents viennent de se faire tuer. Mais non, en plus c'est même pas logique parce qu'Itachi voulait que Sasuke voie ça, ça faisait partie de son plan. En fait, selon le roman, c'est Fugaku qui a essayé de protéger Sasuke jusqu'à son dernier souffle. Il voulait absolument éviter que Sasuke ne voie ce massacre. Et dites-vous que c'était terrible parce qu'Itachi avait tué les deux, il avait rangé son arme et Fugaku a senti que Sasuke était là et il a quand même eu la force de le prévenir avant de mourir. Là, Fugaku nous a fait une Jiraiya en revenant d'entre les morts pour délivrer un ultime message pour protéger son fils. Et en plus d'être un beau geste, c'est symboliquement fort. Sasuke a toujours cru que son père n'en avait que pour Itachi, mais les derniers mots de son père étaient pour lui. Fugaku avait accepté de mourir parce qu'il savait qu'Itachi allait prendre soin de Sasuke. Fugaku a été incroyable et c'est une anecdote que vous devez de connaître. Numéro 3. Le thème d'Orochimaru. Alors celui-là, je suis sûr que 90% d'entre vous ne le savent pas. Ce n'est pas une anecdote sur le manga, mais sur l'anime, et ça concerne un des personnages les plus charismatiques de l'univers, Orochimaru. Que vous aimiez ou non Orochimaru, vous ne pouvez pas nier qu'il ne laisse pas indifférent. Il fait peur physiquement, sa première apparition fait peur, ses actions font peur, et dans l'anime, son thème musical fait peur, et on va en parler. Si vous faites attention, vers 1 minute 20, ça dépend de quelle version vous écoutez, il y a une petite phrase qui est prononcée et qui vient de la chanson indie Hariharan. Ça devrait donner ça. Ça sonne familier, hein. La phrase prononcée est celle-ci. Littéralement, ça signifie « ne parle pas au silence du cœur ». J'adore ce procédé, mettre une phrase dans une autre langue pour rendre le message plus énigmatique. Orochimaru est un méchant vraiment à part dans l'univers de Naruto parce que c'est pas le genre de méchant qui fait ce qu'il fait parce qu'il est manipulé ou autre. C'est un personnage exceptionnel et il lui fallait un thème à sa hauteur. Ne parle pas au silence du cœur peut être interprété de différentes façons. Est-ce que le cœur d'Orochimaru est silencieux au point qu'on ne l'entende plus? Essayer de raisonner ce monsieur serait donc impossible. D'ailleurs, est-ce que ça fait référence à Orochimaru ou à Sasuke?
Plein d'interprétations sont possibles et je pense que c'est ce qui rend l'utilisation de cette phrase aussi stylée. Aimer Orochimaru, bordel, sans conteste le méchant le plus flippant de ce manga. Numéro 4. La couleur du chakra. Si vous suivez mes vidéos avec assiduité, déjà merci, et ensuite vous devriez déjà connaître cette anecdote. Le chakra est le résultat de la fusion entre les énergies du corps et de l'esprit. Les ninjas manipulent le résultat de cette fusion afin de produire des choses qu'un humain ne peut réaliser. La plupart du temps on utilise des mudras pour modeler le chakra et en faire ce qu'on veut. Le chakra est donc une des bases fondamentales du ninja dans l'univers de Naruto. Donc il peut pas y avoir d'erreur sur une notion aussi commune, hein. Eh bah, un petit peu. Dans l'anime, le chakra est représenté avec une couleur bleue. Par contre, dans le manga, c'est différent. Dans le manga, la couleur du chakra se voulait différente en fonction du ninja. On sait du coup que dans le manga, le chakra de Naruto est jaune, mais dans l'anime, comme tout le monde, il est bleu. D'ailleurs, en parlant de jaune, le Rasengan, peu importe l'utilisateur, est censé être jaune. Soit parce que le chakra de tous les utilisateurs est jaune de base, soit c'est la technique qui est jaune. Mais dans l'anime, c'est bleu. On a plusieurs personnages dont on connaît la couleur du chakra. Celui de Naruto est jaune, il l'a dit à Jiraiya. On sait aussi que celui de Kyuubi est rouge, ce qui explique pourquoi dans The Last, le coup de Naruto qui utilisait le chakra de Kyuubi en plus était orange. Et c'est pas le seul. On sait que Sakuma a du chakra blanc parce qu'il infuse sa lame de son chakra qui devient blanche. D'ailleurs, Kakashi aussi a potentiellement même du chakra blanc. On sait aussi que la personnalité du personnage peut influer sur la couleur du chakra et son ressenti. Genre Naruto en a un qui est chaleureux. Sasuke en a un qui est beaucoup plus froid qu'avant, donc son chakra a pu changer. Et aussi le Susanoo peut représenter la manifestation du chakra de l'utilisateur, et dans ce cas-là, on aurait d'autres couleurs. Par exemple, le chakra d'Itachi serait jaune, celui de Shisui serait vert, ça on le savait déjà. Celui de Madara serait bleu foncé, celui de Sasuke est violet sombre. Bref, le chakra dans Naruto n'est pas bleu, c'est le studio d'animation qui a voulu ça pour des raisons artistiques. En tout cas, je suis carrément plus fan du délire d'avoir une couleur par ninja que d'avoir tout le monde en bleu. Et vous, vous en pensez quoi? Numéro 5. L'injustice Tenten. On va pas se le cacher, Tenten n'est pas un des personnages préférés du peuple. Elle est l'une des personnages secondaires d'une équipe secondaire, donc c'est compliqué pour les fans de s'y intéresser en profondeur. Mais j'avoue que ça aurait pu aider si on la voyait plus que le cochon de Tsunade. Parce que saviez-vous que Tenten a moins de temps d'écran que le cochon de Tsunade qui n'est même pas un vrai personnage? Après c'est vraiment tiré sur l'ambulance, dans le sens où l'auteur n'avait absolument aucune prétention pour ce personnage, mais c'est dingue quand même. Genre regardez ça c'est les anciens genin de Konoha. Naruto, Sasuke et Sakura sont les héros. Rock Lee et Neji sont les personnages qui nous ont choqués par leur puissance. Shikamaru nous a choqués par son intelligence et ses capacités de leader. Ino est la rivale de Sakura. Shoji est le ninja rigolo qui nous faisait oublier un petit peu la dangerosité de la situation, mais qui a réussi à être badass contre Jirobo. Kiba est le personnage qui s'est fait battre par Naruto, mais qui n'a jamais rien lâché et qui nous a quand même fait kiffer dans son combat contre Sakon et Ukon. Shino est le personnage un peu flippant qui a massacré Zaku dans les éliminatoires et qui a vaincu Kankuro par la suite. Hinata est la fille qui aime Naruto. Et il y a Tenten, celle qui s'est fait battre par Temari hors caméra. C'est pas beaucoup. Après, en vérité, moi j'aime beaucoup Tenten. J'aime son design, j'aime sa personnalité, elle a une bonne alchimie avec la Team Guy et son style de combat est vraiment unique. Et en plus, ça fait partie de la meilleure équipe de Konoha. Mais le fait est qu'elle soit moins présente à l'écran que le cochon de Tsunade, ça c'est dur. Tenten est un personnage vraiment cool dans leur série, mais qui n'a jamais eu sa chance dans l'histoire principale, et ça, c'est dommage. Numéro 6. La popularité d'Iruka. Si je vous dis Iruka Umino, vous allez me dire que c'était le prof slash tuteur de Naruto, le mec gentil qui réparait ses bêtises et qui l'invitait à bouffer des nouilles. Eh bien, saviez-vous que ce personnage est grave plus populaire qu'il n'y paraît? Après, je parle surtout pour moi. Dans ma tête, Iruka était un perso qui n'avait aucune importance dans l'histoire passé l'épisode 1. Dès lors que Naruto est devenu l'élève de Kakashi, Iruka est passé aux oubliettes et j'étais clairement pas prêt quand j'ai vu sa popularité. Tenez-vous bien, en dehors du tout dernier sondage de popularité, Iruka était toujours présent dans le top 5. Par moment, Iruka était plus populaire qu'Itachi, que Neji, que Minato, que Gaara ou que Jiraiya. Iruka a grave marqué les lecteurs et clairement je pense que beaucoup ne l'ont pas remarqué et moi le premier. Il a fallu attendre la toute fin avec le dernier sondage pour qu'Iruka ne soit plus dans le top 10 et ça s'est joué à seulement 23 votes. Pour information, seuls 4 ninjas ont toujours été dans le top 10, Naruto, Sasuke, Gaara et Kakashi. Le fait qu'Iruka était à seulement 23 votes de faire partie de ce cercle très fermé montre à quel point il est populaire malgré son absence très prononcée de nos écrans. Je ne sais pas vous, mais quand j'ai appris ça, j'étais clairement pas prêt. Par contre, Gai Maito 26ème, vous avez pas honte? Numéro 7. Une anecdote sur Mizuki. Vu qu'on a parlé d'Iruka, on va parler de son némésis, Mizuki. Beaucoup ont dû l'oublier, mais Mizuki est le premier véritable méchant de Naruto. C'est lui qui a révélé à Naruto que c'était l'hôte du démon renard, c'est lui qui a dit à Naruto de voler le parchemin des techniques interdites, ce qui a eu pour conséquence d'en faire le jutsu signature de Naruto, et c'est un peu grâce à lui que Naruto s'est sorti de sa solitude. Bah oui, quand on regarde un petit peu, Naruto a appris qu'il était l'hôte de Kyuubi et il était un petit peu bouleversé. Il a compris pourquoi le village le rejetait et Mizuki était en mode « tu n'es rien pour personne petit con ».
Et c'est à ce moment-là qu'Iruka a vraiment révélé ce qu'il éprouvait pour Naruto, il le considère comme un petit frère et pour lui, la vie de Naruto compte. Bon, sans rentrer dans une analyse complète, c'est grâce à ce moment-là qu'on a pu avoir 1000 parallèles différents avec certains ennemis de Naruto, genre Haku qui est comme Naruto mais qui n'a jamais rencontré un Iruka. Eh bien, saviez-vous que le plat que Mizuki déteste le plus, c'est les ramen? On sait évidemment que les ramen, c'est un petit peu la marque de fabrique de ces deux-là, donc c'est un beau petit clin d'œil et je trouve ça vraiment cool. Comme quoi, une information aussi banale qu'un plat préféré ou détesté, ça peut faire une anecdote stylée. Numéro 8. L'équipe de Kabuto. Celle-là, c'est une anecdote rapide mais qui est vraiment intéressante. Kabuto a participé à l'examen Chunin au tout début de Naruto et on s'en souvient tous. Il a abandonné avant la phase éliminatoire et est reparti vaguer à ses occupations d'espion d'Orochimaru. Mais vous vous souveniez qu'il avait une équipe? Dans l'équipe de Kabuto, il y avait aussi Yoroi Akado, le mec qui s'est fait taper par Sasuke, et Mitsumi Tsurugi, le mec qui s'est fait taper par Kankuro. Eh bien figurez-vous que leurs noms ne sont pas choisis au hasard. Kabuto fait référence à un casque japonais traditionnel qui était porté majoritairement par des samouraïs. Yoroi fait référence à l'armure portée traditionnellement par les samouraïs, et Tsurugi fait référence à l'épée. L'équipe Kabuto désigne donc une armure complète de samouraï. C'est d'ailleurs un peu étonnant qu'on n'ait pas beaucoup vu l'équipe Kabuto par la suite. Kabuto, même s'il semblait être le chef du groupe, n'était qu'une des pièces de l'armure et qui brille autant en solo alors que les autres ont été oubliés, c'est bizarre. Non pas que j'ai de l'affection pour eux, mais ils avaient des pouvoirs sympas et je pense qu'on aurait pu faire quelque chose d'eux. Numéro 9. La puissance de Temari. Alors, c'est une vraie anecdote, mais qui semble totalement inattendue parce que c'est plus un fait qu'une anecdote, mais les gens ont trop tendance à l'oublier. Beaucoup de fans se sont offusqués du scaling de puissance qui est devenu n'importe quoi dans la partie 2, et je vais pas vous mentir, j'en faisais partie. De base, on nous a vendu Naruto comme une histoire de ninjas qui se battaient sans faire de bruit, genre vraiment des ninjas assassins. Et puis, plus le temps passait, plus on arrivait sur une échelle de puissance qui n'avait plus rien à voir avec des ninjas assassins. Regardez l'arc Zabuza et vous allez voir qu'il n'y a pas d'écran de fumée. C'est juste des combats à coups de kunai, de shuriken, quelques jutsu de temps en temps et beaucoup de stratégie. Par contre, dès Shippuden, on a commencé à utiliser des techniques dont la puissance n'est plus du tout sur la même échelle et ça n'a pas plu à tout le monde. Cependant, beaucoup de fans semblent oublier, mais il y a déjà eu cette montée en puissance des compétences dans la première partie et l'exemple le plus parlant est Temari. Pourquoi Temari est l'exemple le plus parlant? C'est un personnage secondaire qui est costaud, mais qui n'est pas au niveau des cadors de la première partie, genre Naruto Sasuke. Donc elle pose un standard de la puissance que devrait avoir un des persos secondaires qui serait en dessous d'un Naruto ou d'un Sasuke. Regardez son combat contre Tayuya. Elle a pulvérisé une énorme partie de la forêt en une attaque. Une seule. Faut comprendre que dans Shippuden, beaucoup ont atteint ce niveau de destruction, mais c'est surtout très situationnel. Faut vraiment comprendre qu'il n'y a pas eu une progression exponentielle entre la partie 1 et la partie 2. Il y a eu une progression certes, mais c'est une progression linéaire. Bref, tout ça pour dire que Temari a un pouvoir destructeur que beaucoup ont tendance à oublier et que la puissance n'est pas si abusée dans la partie 2. En vérité, c'est toujours une question de match-up, genre Temari a plus de pouvoir destructeur que Neji ou Rock Lee, mais elle pourrait pas les vaincre. Donc la partie 2 n'est pas abusée en termes de pouvoir. Numéro 10. Le nom de famille de Naruto. Dernière anecdote. Je sais, ça passe vite. Le nom de famille de Naruto. C'est pas tant la signification qui m'intéresse ici, c'est plutôt le pourquoi du comment. Pour les fans hardcore, sachez que ça veut dire tourbillon. La spirale rouge est le symbole du clan et il y a aussi une spirale dans le Naruto Maki qui est une sorte de surimi. Naruto tient son nom de ce morceau de poisson et son nom de famille veut dire tourbillon, voilà, tous les fils se connectent. Mais ça, à la limite, on s'en fout un petit peu. Ce qui va nous intéresser, c'est pourquoi Uzumaki et pourquoi pas Namikaze. Dans notre monde à nous, on a tendance à donner aux enfants le nom du père par défaut. C'est un procédé qui semble être le même dans Naruto, où les enfants de nos héros ont tous le nom de leur père. À l'exception d'Inojin évidemment, puisque ça, il n'a pas de nom de famille. Par contre, Naruto, lui, c'est différent, il a le nom de sa mère. Eh bien, saviez-vous que si Naruto a pris le nom de sa mère, c'est à cause de son père? Ça n'a jamais été vraiment dit, mais il y a deux explications logiques à ça. En fait, Naruto, il a pas eu de chance. Il est le fils du 4e Hokage, genre l'éclair jaune de Konoha. Minato s'est sans doute fait un nombre incalculable d'ennemis et porter son nom n'était vraiment pas bon niveau sécurité. Les ninjas des autres pays qui s'étaient fait tambouriner par Minato auraient pu avoir des envies de vengeance à l'égard de ses proches et Naruto aurait été une cible parfaite. C'est l'ode du démon renard, donc on peut se venger de Minato et gagner une puissance militaire à ne pas négliger. Et l'autre explication, qui me semble encore plus cohérente, c'est parce que tout le monde sait que l'Hokage était Minato Namikaze. Si Naruto avait le même nom, même lui il aurait pu faire le lien. En faisant le lien, il aurait pu découvrir qu'il était l'hôte de Kyuubi et qu'il avait son pouvoir à l'intérieur de lui. Ne pas savoir qu'il possédait ce pouvoir était primordial en vérité pour la sécurité du village. Les gens avaient peur de lui et ils l'ont persécuté. Si Naruto avait su qu'il avait un pouvoir capable de les déglinguer, il aurait clairement pu l'utiliser dans un moment où les villageois auraient trop pris la confiance. Ça aurait été plus simple de juste ne pas le persécuter. Mais faut comprendre les habitants aussi un petit peu. Il y a un démon qui a détruit le village et ce démon est enfermé dans un gosse. Niveau cage, il y a mieux quand même. Donc j'imagine que les hauts dignitaires ont fait en sorte qu'ils ne sachent pas qu'il est l'hôte du démon autant que possible pour éviter que Kyuubi fasse des dingueries.
Bref, cette vidéo est maintenant terminée. Est-ce que j'ai réussi à vous apprendre des trucs? Est-ce que vous connaissiez toutes les anecdotes que je vous ai exposées? Comme d'hab, on se retrouve dans les commentaires pour en discuter. A bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne, prenez soin de vous, et saviez-vous que les gens qui s'abonnent à ma chaîne sont vraiment des beaux gosses, mais tu sais, genre les gros beaux gosses de l'enfer, genre des beaux gosses parmi les beaux gosses?